Lacan, nous et le réel, 103e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Bien, pour faire la jonction avec la 102e séance, et essayer d'entrer un peu plus dans ce que représente l'identification dans la théorie freudienne et ce qu'en fait Lacan. Alors d'abord, Lacan insiste sur le fait que cette notion d'identification, elle est déterminante pour comprendre l'écart qu'il y a entre la psychanalyse et toutes les autres, disons, disciplines de l'esprit. On en a déjà parlé, donc les trois identifications, Freud les prend à partir du texte de Le Bon. Et pourquoi Lacan commence-t-il par la deuxième identification, celle qu'on a vue la dernière fois, c'est-à-dire celle du trait unaire, plutôt que de commencer par la première identification, qui est l'identification au père? Parce que justement, avec cette identification au père, il y a un manque de repères. Vu que la notion d'identification première, elle repose sur une idée qui est assez approximative. Je sais que c'est un paradoxe de dire une idée approximative, puisque l'idée, en grec ancien, c'est la forme. Donc la forme ne peut pas être approximative. Mais là, il est difficile de discerner ce qu'il en est de l'ordre de l'incorporation. Parce que la psychanalyse navigue entre introjection et incorporation. Introjection, ça veut dire prendre quelque chose de l'extérieur et l'introjecter. Ça veut dire le faire venir à l'intérieur de soi. Mais Lacan préfère au terme introjection le terme d'incorporation, qui renvoie à une dimension religieuse, puisque l'incorporation, c'est ce qui ressortit au corps mystique tel qu'on le trouve dans différentes religions, mais bien sûr dans la religion catholique, qui est ce qui va donner la voix des pères par la suite, puisque il y a une sorte de filiation naturelle, entre guillemets, mais malgré tout, c'est très difficile de ne pas lui attribuer cet adjectif, entre la forme du père et la forme du corps humain. Où les êtres humains prennent-ils ce corps-là, qui les spécifie intégralement? Puisque je vous rappelle que justement, si on parle de forme, il s'agit de la forme humaine. Et comme je l'ai un peu abordé avec un peu d'humour, disons, pour ceux qui sont de ce côté-là, parce que les autres, ils ont dû le prendre pour une attaque quand j'ai parlé du rectum de Harari. Donc, le corps humain est un mystère absolu. C'est-à-dire la manière dont fonctionne le corps, c'est magnifique. C'est d'une subtilité, d'une finesse. Léonard de Vinci disait lui-même que on peut tout dessiner, sauf un corps humain. Donc vous voyez le nombre de corps qu'il a dessinés. Et c'est vrai que quand vous faites du dessin, que vous allez à la Grande Chaumière, par exemple, dans les cours de nu, parce qu'il y a de dessin, d'apprentissage de dessin, qu'à partir du nu, eh bien c'est très difficile de dessiner un corps humain, puisque c'est à partir d'un corps humain que nous dessinons un corps humain. Donc nous ne voyons pas, nous ne nous voyons pas nous-mêmes. Nous nous cherchons nous-mêmes et nous ne nous voyons pas comme corps. Et donc cette notion d'incorporation, qui est la notion qui préside à l'identification au père, parce que je vous rappelle que c'est une identification qui est de l'ordre de l'imaginaire au départ, hein, puisque on était parti de ce rapport du nourrisson à la mère, et qui regarde la mère, et ils sont apparemment deux, mais il y a déjà du trois, puisque l'air qu'il y a entre les deux,
c'est déjà le père qui est là. C'est-à-dire, il y a une médiation entre elle et l'enfant. Il y a quelque chose entre. Et ça, c'est quelque chose qui est le plus souvent négligé, et notamment dans la dimension imaginaire dans laquelle nous habitons massivement, alors que nous savons que l'imaginaire a toujours tort, comme dit Lacan. Mais nous oublions, par exemple, que quand nous nous confondons avec notre image, ou que nous faisons une image du monde a priori, et que nous essayons de retrouver dans le réel cette image-là, il y a forcément une déception, disons, au minimum. C'est souvent une catastrophe, puisqu'on essaye de faire rentrer le monde dans notre appareil psychique et dans notre fantasme. Ça ne marche pas comme ça, puisque cette dimension spéculaire, ce que met en scène Lacan, avec son stade du miroir, il s'agit de ne pas oublier que l'image que je vois en face de moi, elle est inversée. D'abord, ça c'est l'effet réel du miroir. Il n'y a pas que moi et mon image. Il y a le miroir lui-même, qui lui est réel, et qui inverse quelque chose, et qui se fait oublier. C'est pour ça que la plupart des gens se confondent avec leur propre image, jusqu'à se prendre pour leur image. Et donc c'est de là, dans cette image du corps, que rentre cette notion d'incorporation. Alors, Lacan décide de passer là-dessus, de commencer par la deuxième identification au trait unaire, sans oublier de préciser que, bien sûr que c'est par le trait unaire que l'homme accède à son sujet, au sujet, mais il y accède par le fait que le sujet lui semble venir de son extérieur, mais c'est lui-même qui pose le trait unaire. C'est-à-dire que il va faire une encoche, et comme nous l'avons déjà vu, même s'il ne sait pas compter, il va rentrer dans une histoire de comptage. Et en fait, le trait unaire, c'est par où le sujet apparaît comme quelque chose qui ressemble à un rien. Rien, c'est un terme beaucoup plus subtil que ce que l'on croit. Disons, dans la critique de la raison pure de Kant, il y a 4 riens. 4 riens différents. Et donc là, le rien dont parle Lacan, en l'occurrence du trait unaire, c'est le nihil negativum. C'est un des 4 riens. Je ne vais pas vous faire la leçon de Kant, il faut aller voir dans la critique de la raison pure, mais c'est assez intéressant de voir comment il peut y avoir un objet sans concept, un concept sans objet, etc. Et là, ce qui se passe, nous l'avons vu la dernière fois, c'est que ce rien correspond au fait que dans la pratique de la demande infinie que le sujet adresse à l'autre, puisqu'elle est adressée à l'autre, cette demande. Un autre avec un grand A, même si cet autre avec un grand A est représenté par un autre, un petit A qui est en l'occurrence la mère, par exemple, il n'empêche que c'est une demande adressée à l'autre, et il y a déjà là quelque chose de très subtil qui se passe, et que seule l'observation freudienne et la manière dont Lacan va creuser le texte freudien pour en extraire quelque chose de l'ordre d'un beugriff dont on peut s'emparer par la pensée, c'est que, on l'a vu, l'infini de la demande qui donne ce qu'on appelle les cercles pleins. Les cercles pleins du tort, on a vu que le tort, c'était le mode de représentation du sujet par rapport à l'autre, puisque le sujet se prend dans l'autre. Et l'infini de ces demandes répétées de ce sujet, le fait de faire ces tours-là, va l'amener à faire un autre tour qui est celui du cercle vide. Nous avons les cercles pleins qui forment le plein du tort, c'est-à-dire la bouée, l'anneau, et il oublie
là le cercle vide. Donc il oublie ce qui est quelque chose qui a un rapport avec le sujet. Il oublie rien, puisqu'il a l'impression qu'il fait toutes ses demandes, et puis en essayant de retrouver l'unicité de la demande première dans laquelle il croit que réside le sceau de l'authenticité de son premier rapport à l'autre, de cette manière-là, c'est-à-dire la première chasse, comme on l'a vu, dont il essaye de retrouver l'expérience, il y a toujours quelque chose de l'ordre d'une magie de la première fois, etc., qu'il essaye de retrouver, et dont dans chaque cercle, il va essayer de retrouver l'unicité, et chaque cercle et chaque demande est effectivement une demande d'unicité, et ce faisant, il s'oublie lui-même. Alors là, c'est là où je vais repartir sur une toute petite formulation de Lacan, mais à mon avis qui donne le ton de ce qu'il en est de la prégnance de l'identification dans la psychanalyse. Parce que, notamment par le fait qu'aujourd'hui, on entend beaucoup le terme identification. Mais évidemment, c'est pas de ça dont il s'agit, c'est l'opposé. On entend je m'identifie à un homme alors que je suis une femme, ou je m'identifie à une femme alors que je suis un homme, je m'identifie à un cycliste alors que je suis un motard pour gagner le Tour de France sans trop me fatiguer. Donc c'est des identifications imaginaires, hein, c'est identifié à. Or, l'identification telle que la conçoit Freud, c'est l'opposé de ça. C'est l'identification du signifiant. Puisque c'est à partir de cette marque-là, de cette marque signifiante, de cette coche sur la côte d'Antilope, que le sujet pose lui-même la possibilité de retrouver le sujet qui le sous-tend. Par justement cette histoire de comptage. Il sait que ce qui compte là, c'est le sujet, sans savoir compter, parce que, évidemment, ce qui compte, il y a beaucoup d'équivoques là. C'est-à-dire ce qui compte les traits, mais ce qui compte réellement, au sens de ce qui a le plus d'importance, c'est le sujet qu'il y a derrière, qui va l'amener au langage, puisqu'on a déjà vu, les encoches sont les lettres préhistoriques, c'est-à-dire qu'il y a un minimum d'écart entre les lettres, entre ces encoches là, qui vont signifier chaque fois l'unicité d'un tout, et c'est à partir du moment où ces coches-là pourront être additionnées plus tard, parce qu'il faut beaucoup de temps pour que nous arrivions à faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 et à des chiffres. Mais rien que le plus marque l'écart de chaque tour et le fait que chaque tour est une unicité d'expérience. Et à partir donc de cette expérience-là, quelque chose se passe qui est que ce rien du sujet est souvent, dès le départ, perçu comme quelque chose de négatif. C'est-à-dire, on en a oublié un, ça veut dire qu'il y en a un en moins. Moins 1. Le moins 1 correspondant à ce 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc, comme le symbolique fonctionne toujours sur un mode d'opposition, hein, c'est plat le symbolique, c'est-à-dire c'est bidimensionnel. C'est bidimensionnel parce que le système fait que le chaud ne peut se définir par rapport au froid, la droite par rapport à la gauche, le haut par rapport au bas, etc. Il y a toujours des bornes symboliques qui viennent établir un champ qui serait de l'ordre d'une surface. Par rapport, on le sait, dans notre expérience, que ce n'est pas bidimensionnel. Nous ne sommes pas dans Flatland, comme dit Lacan. C'est-à-dire le pays plat. Parce qu'il y a une troisième dimension. Cette troisième dimension, c'est bien sûr celle du réel, mais qui n'apparaît qu'après coup, comme devant être supposée, donc, par le fait que nous arrivons à placer ces deux dimensions. C'est là où la fameuse formule « pas de 203 » prend tout son sens. Parce que bien sûr, ça ne veut pas dire parce que vous avez deux emmerdements, vous allez en avoir un troisième. Ça veut dire juste que, comme
ça a été démontré par Gödel et par Cantor, il saurait y avoir de 2 sans qu'il y ait au préalable 3. Donc nous l'avons vu déjà avec cette expérience phénoménale du miroir, il y a toujours, dès qu'il y a une spécularité, c'est-à-dire une sorte de symétrie apparente, c'est qu'il y a un troisième terme. Donc ce troisième terme, c'est effectivement le sujet en tant qu'il est réel. Hein. Et le réel, c'est souvent perçu comme une entité négative. Donc cette notion de -1 va apparaître là, en contrepoint de ces +1, +1, +1, +1, +1. Et c'est ainsi que le sujet entre dans les possibilités symboliques qui le déterminent, mais ce symbolique, bien sûr, n'étant pas juste ce système d'opposition plat comme dans une logique purement formelle, puisqu'elle fait appel à une autre dimension, le réel, mais qui est toujours en aphanésis, comme le sujet lui-même qui se déplace et en aphanésis. Bon, le sujet se trompe. C'est assurément là, pour nous tous, analystes, autant que philosophes, l'expérience inaugurale. Pas rien quand même. Notre expérience inaugurale est une expérience de tromperie. On se trompe. Le sujet se trompe. Mais qu'elle nous intéresse, nous, c'est manifestement, et je dirais exclusivement en ceci, qu'il peut se dire. C'est une nuance. C'est-à-dire que ça vaut pour tous de se tromper. Freud appelle ça le proton pseudos. On peut l'imaginer comme étant le mot ou le signifiant qui vient à la place de la chose. Donc c'est déjà un mensonge. Donc c'est déjà une tromperie. Donc le fait de se tromper, ça a aussi plusieurs sens. Dans celui-ci, de la tromperie, le sujet se trompe. Et se dire, c'est là ce qui fait la différence, c'est que Lacan l'exprime toujours comme ça, c'est-à-dire ce qui fait la différence entre toutes les autres disciplines et puis la psychanalyse, c'est que les autres disciplines ne peuvent pas envisager que le dire ait des effets, que c'est la parole qui a des effets sur le sujet lui-même. C'est comme si on pouvait dire n'importe quoi et ça n'a pas d'effet. Comme ce qui se passe dans la vie de tous les jours. On blablate, ça n'a aucun effet. Sauf quand vous êtes sur le divan. Vous dites quelque chose, ça a un effet. En tout cas, si l'analyste sait entendre, il va vous faire entendre que vous avez dit ça. Et que ça ne vient pas de n'importe où. Donc ça a un effet de sujet sur votre sujet. Donc il y a du réel dans le dire. Il y a du réel dans la parole. Et c'est en ça que l'analyse ne peut pas se donner à qui ne fait pas d'analyse. Si vous n'y mettez pas votre corps sur le divan, si vous n'y jouez pas votre peau, ça reste inaccessible. Ça reste des jeux abstraits de blabla. On peut dire tout sur n'importe qui, sur n'importe quoi. Sauf que vous ne savez pas les effets que ça a sur vous, puisque vous ne pouvez pas les expérimenter directement et sur le vif. Donc, se dire se démontre infiniment fécond. Et plus spécialement fécond dans l'analyse qu'ailleurs, du moins, on aime le supposer. Parce que Lacan reste très prudent, il n'est pas du tout dogmatique. Ça n'a rien de dire, voilà, c'est comme ça, etc. Puisque chacun vit dans son principe de plaisir, principe de réalité qui constitue son appareil psychique. Et donc, s'il ne fait pas l'expérience du poids d'une parole sur son destin, c'est pas la peine d'essayer de lui dire ça. C'est juste dit, oui, on aime le supposer, mais c'est ironique, c'est-à-dire que nous savons très bien, puisque nous l'expérimentons quotidiennement. Il y a des changements massifs qui se passent dans l'analyse du moment que c'est une véritable analyse, bien sûr, puisque la psychologie ou la psychothérapie, ce n'est pas du tout de l'analyse, puisque ça ne relève pas du même discours. Le discours analytique, c'est très précis, ça réclame un dispositif particulier. Donc voilà, l'identification, en tant qu'elle passe par le trait unaire comme exemple princeps chez Lacan, commence par une tromperie. Ce n'est pas simplement que le sujet est, si l'on peut dire, soit, si l'on peut dire d'une façon statique,
dans le manque, dans l'erreur. C'est que, d'une façon mouvante, dans le temps, dans ce vers quoi il s'avance, dans ce qu'il articule par son discours, il peut, il doit, il est essentiellement situé dans la dimension de se tromper. Mais une tromperie, ce n'est pas une erreur, par exemple. C'est pas... Lacan donne l'exemple d'une représentation du cube à plat. Il dit, ça, ce n'est pas une tromperie, c'est une perspective. La tromperie, c'est de ne pas se compter en tant que sujet. C'est-à-dire de savoir qu'il y a un sujet, mais d'une certaine manière de le refouler. Et comment se refoule-t-il ce sujet ? Il se refoule bien sûr par l'objet du désir. Donc là, nous allons passer aujourd'hui, objet du désir, bien sûr, il faut entendre objet cause du désir. Et l'équivoque autour de cause est importante ici, puisque ça cause, justement. C'est un objet linguistique, c'est pas un objet du monde matériel. Et comment ça se passe ? Ça se passe tout simplement que, dans la manière qu'a Lacan de définir l'objet petit a comme étant ce qu'il y a de vide dans chaque demande. La demande n'est jamais pleine. Elle a un petit coin de vide. Bien sûr, ce petit coin de vide, c'est ce qui permet que les demandes s'accrochent à cet autre cercle vide qui est celui du désir, hein, celui du vide central. Là. Donc il faut que chaque demande, elle ait quelque chose de vide. Et c'est là, justement, où, par rapport au séminaire 102 qui précède, je vais essayer de vous instaurer le passage de la privation. Donc la dernière fois, je ne vais pas y revenir, on l'a assez vu, pourquoi la privation, c'est le moins un, hein, c'est le fait de ne pas pouvoir se compter soi-même, donc faire l'erreur de ne pas pouvoir se compter en tant que sujet, mais savoir qu'il est là. Donc c'est se tromper soi-même. Donc ce moins un qui est l'écho du plus un, plus un, plus un, plus un, mais en vérité c'est parce qu'il y a un moins un de l'autre côté. Donc la privation, c'est que le manque est réel dans la privation. Alors comment passe-t-on à la frustration qui est le manque imaginaire ? Je vous rappelle l'exemple que j'utilise souvent parce que c'est un procédé mémotechnique. Au départ, c'est pas facile de manier c'est comme jongler avec 3 balles de manière très fluide. On n'y arrive pas du premier coup. Avec 2, ça va. On est habitué à la bidimensionnalité. Avec 3, il faut s'entraîner un peu. Et donc, parmi les procédés mémotechniques, pour moi, j'avais utilisé le fait de concevoir la frustration. Donc, je vous rappelle que dans la frustration, le manque est imaginaire, l'objet est réel et l'agent est symbolique. Et c'est pour ça que dans la frustration, c'est le seul endroit dans les tableaux de Lacan où il n'y a pas père, il y a mère symbolique. Parce que elle recouvre la mère et le père, là, à ce moment-là, en tant que symbole. Parce que si on se place du point de vue de l'expérimentation avec un enfant, alors évidemment c'est parce qu'auparavant je n'avais pas assez pénétré assez loin l'exemple magnifique de Saint-Augustin. C'est-à-dire qu'on n'en voit toujours qu'une partie, et puis en travaillant, en y revenant, etc., petit à petit, la scène s'éclaire d'un jour nouveau, et ah oui, ça commence à se faire jour. Donc, l'exemple que je donnais, c'est un bébé qui ne sait encore pas marcher, il voit un vélo, il veut le vélo. Bon, là c'est très simple, hein, c'est que le vélo est réel, mais le manque il est imaginaire, il ne saurait pas en faire. Donc, il y a quelque chose de fallacieux dans cette frustration-là, quelque chose de faux. Et c'est comme ça que s'inscrit l'imaginaire dans la structure, comme quelque chose de faux. C'est pour ça que Lacan dit « l'imaginaire a toujours tort ».
Et en analyse, il s'agit de réduire la part d'imaginaire chez le sujet. Donc, très facile ça, dès que vous êtes dans une projection, nous vivons dans un monde de projection. L'algorithme, c'est fait pour faire des projections à l'infini, pour que le réel n'arrive jamais. Mais le réel, c'est justement ce qui n'obéit pas ni à l'imaginaire, ni au symbolique, donc ça arrive quand même. Ça sert à rien de perdre son temps à vouloir penser à ce qui va nous faire du mal dans 2 jours ou dans 10 ans. Ça sert à rien, sauf à jouir de l'imaginaire, de la frustration, et c'est là où l'exemple d'Augustin prend toute sa valeur. Et il s'agit de le décrire un peu autrement. L'exemple d'Augustin, la palidouce, c'est-à-dire celui qui devient pâle, comme ça, de voir son frère appendu au téton de la mer. D'un seul coup, ce qui était pour lui une sorte de routine, c'est-à-dire qu'il ne le voit même pas, le sein qu'il va téter, puisque c'est quelque chose qui vient de manière automatique. Et là, sa demande refoule l'objet sein, puisque c'est pas le sein, il est immédiatement bouché par quelque chose et ça fonctionne. À partir du moment où il voit le frère, alors là, l'objet apparaît en tant que tel. C'est ça qu'il y a derrière mes demandes de satisfaction. Donc, de la demande, en fait, il y a l'objet de désir, mais qui n'était pas encore apparu. Ça, c'est la meilleure manière, je pense, de comprendre la fameuse phrase de Freud, « L'objet naît dans la haine ». C'est l'origine de la haine telle qu'elle apparaît phénoménologiquement. C'est-à-dire de haïr l'autre pour quelque chose dont il me frustre. C'est-à-dire cet objet que je n'avais même pas vu jusqu'à maintenant, mais maintenant que je le vois, il est à moi, tu n'as pas le droit de l'avoir, celui-là, c'est le mien. Parce que justement, c'est l'objet qui se dessine comme objet de désir à l'intérieur du cercle du désir qui est formé par la métonymie de la demande, c'est-à-dire qu'il se déplace, ce vide dans la demande qui se déplace tout le temps, et là, de ce coup, le sein apparaît. Et donc, ça devient l'objet de possession, et donc l'objet qui fait naître la haine chez le sujet, et donc forcément, c'est d'ordre imaginaire tout ça, puisque ça ne le prive de rien, puisque c'est pas le moment pour lui de téter, et que le puits-né lait ne lui enlève pas à lui. Mais là, bien sûr, comme ça fait naître l'objet, ça fait naître aussi le sujet de désir. On en reste à la notion, c'est là que l'analyse, comme toujours, est un petit peu boiteuse, on en reste à la haine jalouse, celle qui jaillit de la jalouissance, de celle qui s'imaginalise du regard. C'est saint Augustin qui l'observe, le petit bonhomme. Il est là entière. Il observe le petit bonhomme et il voit que Palidus, il en pâlit, d'observer suspendu à la tétine son collactaneum. Heureusement que c'est la jouissance substitutive première, n'est-ce pas, dans l'énonciation freudienne. Le désir évoqué d'une métonymie qui s'inscrit d'une demande supposée adressée à l'autre, de ce noyau de ce que j'ai appelé digne dans mon séminaire sur l'éthique de la psychanalyse. La chose freudienne, en d'autres termes. Le prochain même que Freud se refuse à aimer au-delà de certaines limites, n'est-ce pas? L'enfant regardé, lui, là, le petit âme. Est-ce qu'avoir, là, c'est l'être? C'est pour ça que, à l'objet né dans la haine, on peut ajouter et fait être le sujet en tant qu'il est le contrepoint de cet objet. Ça le met dans une position subjective. C'est pour ça que nous avons autant de mal à nous départir de
ses envies, cette jalousie. C'est la position, disons, de la passion jalouse, ça. La jalouissance. Et disons que c'est vraiment ce qui gouverne le monde, la jalouissance. C'est pas que les gens veulent de l'argent. Ils veulent plus d'argent qu'un autre. C'est que c'est toujours de la jalousie par rapport à un petit autre, et c'est une frustration qui est marquée du sceau de l'imaginaire, donc qui est une erreur, qui est une tromperie. Donc on est dans un autre registre de la tromperie, là, par rapport à la tromperie de la privation, qui, elle, était une tromperie sur le compte. Alors, cette tromperie sur le compte, il faut y revenir à chaque fois, parce que c'est pas en le disant une fois que nous nous saisissons non seulement de la logique qui accourt dans l'inconscient à ce moment-là, c'est-à-dire dans la psyché de chacun de nous, mais il s'agit de l'intégrer comme une forme qui détermine l'ensemble de nos actions et de nos, on peut dire, de ce qui nous arrive, de nos sentiments, etc. Où en sommes-nous avec ça? On peut pas agir directement là-dessus. C'est-à-dire que c'est en ça où c'est pas de la psychologie, c'est pas comportementaliste, ça n'a rien à voir avec ça. C'est seul un déplacement subjectif par le travail de la parole dans la cure permet de déplacer cette considération du sujet qui n'est retrouvable que par rapport à cet objet petit a qui se crée à partir du jeu métonymique du manque dans chacune des demandes. Et la duperie, là, du sujet, c'est que le petit garçon, là, et le petit frère, derrière sa demande, là, c'est plus la satisfaction d'un besoin qu'il vise, mais c'est d'obtenir ce qui est impossible à avoir, c'est-à-dire l'objet du désir. Donc là, il se prend lui-même dans le piège du langage, puisque au lieu de demander la satisfaction d'un besoin, ce qui est sain, il va déplacer cette demande vers l'autre comme étant satisfait mon désir, donne-moi l'objet de mon désir. Mais l'objet du désir, il est introuvable. Parce que le sein, c'est pas le phallus. C'est-à-dire que l'objet du désir, c'est un vide, c'est un rien, c'est un manque absolu. Pour ça que le manque définit le désir n'est désir que de manque. Et si le désir rend désirant, quand vous voyez quelqu'un qui attire les désirs, c'est parce qu'il vit d'une certaine manière son manque, c'est-à-dire qu'il est désirant. Et si ce désir me rend désirant, c'est pas d'être désirable par celui qui désire, mais de devenir moi-même désirant. Parce que si je devenais désirable, je reviendrais dans une position d'éroménos, c'est-à-dire d'objet. Mais bon, il se passe pas grand-chose quand on est juste objet. Alors ça peut être de temps en temps satisfaisant, mais c'est pas comme ça que le désir va se déployer dans votre vie. Donc il s'agit de désirer le manque lui-même. Et pour désirer ce manque, eh bien, il s'agit, comme cet enfant-là, d'entrer d'abord dans la fausseté, dans le royaume de la fallace, qui est de passer d'un objet de désir à un autre sans qu'aucun objet ne puisse satisfaire au désir, puisque ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, jusqu'à ce qu'on arrive à l'amour, où, bah oui, c'est ça. En vérité, c'est pas tout à fait ça, ça correspond pas très mal, mais ces défauts eux-mêmes font que c'est ça que je choisis. Et là, je peux être dans ce qu'on appelle la métaphore de l'amour. Donc ce travail-là, il ne peut s'accomplir pour un sujet que s'il passe par cette tromperie originelle qui va se retrouver, bien sûr, dans la castration, mais ça, nous verrons la prochaine fois, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'épisode du passage de la privation à la frustration. Alors que vous savez que dans l'ordre originel, je place d'abord la castration, ensuite la frustration, et en dernier lieu la privation. Mais ça, parce que nous plaçons
du point de vue de l'Oedipe, c'est-à-dire du fonctionnement correct de l'Oedipe, sur lequel je reviens une énième fois, hein, parce que si les psychanalystes s'intéressaient un peu au texte de Lacan, de manière correcte, jamais ils n'auraient souscrit aux gender studies, aux trucs comme ça, parce que tout ça disparaît, mais complètement, puisque l'identification, c'est qu'une identification A, il n'y a plus d'idéal-ish, il n'y a plus d'Oedipe, il n'y a plus rien, alors que la base, c'est ce passage-là, justement, de la castration originelle qu'il s'agit d'assumer à travers le passage par la tromperie, hein, et puis ensuite par la haine imaginaire qui me fait en vouloir à l'autre, et donc qui va servir de moteur, je dirais, à ceux qui sont en prise au discours capitaliste, puisque ce n'est jamais que ça, il n'y a pas de transcendance dans ce discours-là. C'est toujours une histoire de domination et d'exploitation de l'autre comme une quête infinie, comme si le frère, là, voulait, du fait qu'il se sente légitime d'avoir été frustré de quelque chose, alors que c'est une frustration imaginaire, il fallait qu'il haïsse l'autre infiniment et qu'il essaye de l'exploiter jusqu'au bout, d'en exploiter le plus possible, etc. Donc le moteur, c'est ça, il n'y a pas d'autre moteur que ça à l'activité commerciale, ce qu'on présente aujourd'hui comme étant la panacée, c'est-à-dire le commerce, mais non, c'est l'horreur. C'est-à-dire que tant qu'il s'agit d'un échange régulé symboliquement, etc., effectivement, il y a des valeurs qui peuvent être échangées, comme c'était le cas dans les marchandages de tapis au Moyen-Orient ou dans les îles trop brillants avec les perles, etc. Mais là, quand ça devient exclusivement un enjeu de domination et d'exploitation, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait en face? Il faut qu'il y ait une très grande soumission à ça. Et qu'est-ce qui fait cette soumission-là? Eh bien, justement, c'est le fait que la demande dont on parle, là, cette demande de l'autre, le deux étant à entendre dans son acception deux objectifs et deux subjectifs, donc dans l'équivoque du deux, cette demande-là, elle n'est pas de la satisfaction d'un besoin, mais d'obtenir l'objet impossible, mais pire que ça, ce que je ne dois pas demander. Puisque, au fond, ce passage-là d'instauration de l'autre à partir du cercle vide, c'est pour ça que l'autre ne répond pas. Il est impossible qu'il réponde. Pourquoi? Eh bien, c'est une question qui se pose à l'enfant. Et l'enfant, nous le sous-estimons toujours. Il s'agit de ne pas oublier que l'enfant est un petit enfant, mais un grand métaphysicien. C'est-à-dire que la manière dont il se pose des questions, c'est avec la dimension de la rectitude que peut avoir un enfant de saisir ce qu'il en est réellement. Par exemple, woher die Kinder kommen? D'où viennent les enfants? Bien sûr qu'à un moment, il se dit, mais si je suis là maintenant et que j'étais pas là avant, où est-ce que j'étais avant? Donc c'est à partir de questions comme ça que l'enfant va progresser dans la structure, dans les rapports qu'il entretient au langage, et donc des questions qu'il va poser à ses parents, de ce qu'il va écouter, de ce qu'ils disent, etc. Et parmi ces questions, il y a rien peut-être. Rien peut-être. Peut-être il n'y avait rien avant moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce rien? Comment c'est possible de concevoir un rien? Et ce rien, il répond aussi d'une question que se pose l'enfant. Par exemple, dans les frayeurs nocturnes. Il y a un cauchemar et le petit enfant, il semble désespéré, il crie, il pleure, etc., comme s'il avait vu quelque chose d'horrible. Bien ça, c'est justement avant que la chose elle-même, das Ding, ce qui fait en sorte que notre désir est appelé de manière
très très persuasive vers cette chose et simultanément, l'accès à cette chose nous fait une peur bleue. Donc la chose originelle, je vous renvoie au séminaire sur Das Ding qui remonte à peut-être 1 an et demi, la chose, comment cette chose-là apparaît, eh bien, cette chose-là, à cette chose-là, vient se substituer l'objet. C'est pour ça que Lacan dirait que la sublimation, c'est un objet élevé à la dignité de la chose, par ce système d'identification. C'est-à-dire par le trait unaire qui dessine ce cercle vide, et ce cercle vide, c'est le cercle qui fait naître le grand A. Et le grand A, c'est ce qui peut faire dire à l'enfant rien, peut-être. Rien que je ne sache déjà. Il y a peut-être rien sous le lit. Je m'imagine les monstres, etc. C'est-à-dire une faille du monde qui s'ouvre, comme dans Das Ding, puisque nous savons que la faille, c'est le manifeste du réel. C'est-à-dire falloir et faillir. C'est-à-dire le surmoi, mais aussi la faille, la scission. Comme dans David Lynch, chaque fois il y a une faille qui s'ouvre, il y a le réel qui apparaît. Donc, comme dans son aspect horrifique. Tout ce que nous appréhendons comme sujet, nous sommes dans le parc. C'est à celui à qui il appartiendra, comme il fut donné à Pascal, d'en reconnaître les formes les plus fines, les plus voisines de cette fonction du monde, là, autour de cette oscillation frappant l'autre et le mettant entre cette question que j'ai déjà formulée et que je me permets de rappeler parce que certains ici s'en souviennent. Cette question du rien peut-être, ce message du peut-être rien, que les réponses viennent à la première, pas sûrement rien, à la seconde, pour autant que l'enjeu pour un Pascal est justement celui de ce rien fondé dans l'effet sur nous du désir, sûrement pas rien. Donc, dans la psychanalyse, il s'agit de concilier l'horreur du réel qui nous habite, c'est-à-dire comme étant le lieu de la chose, en quelque sorte, qui nous terrorise, mais qui nous attire aussi de manière impressionnante, parce qu'au fond, c'est ça le moteur du désir, hein, le sexe qu'il y a derrière, etc., tout ça. Et cette faille-là, tant qu'elle est du côté de la chose, elle n'a pas encore été dans une entreprise de pacification. En quoi consiste l'immersion dans le langage, donc le fait que cet autre soit instauré, et que cet objet, au fond, eh bien, ce n'est plus un objet du monde matériel, c'est pas quelque chose qui peut apparaître comme ça. C'est un objet linguistique, c'est un bout du symbolique, mais qui a une valeur de réel. Là, l'autre en tant que grand A vient se substituer en faisant apparaître l'objet, apparaître, c'est beaucoup dire. Il apparaît dans ses creux et dans ses vides, comme on l'a vu, parce que l'objet petit a n'est que la somme, en quelque sorte, des manques qui se poursuivent métonymiquement sur toute la circonférence de ce cercle vide. Là, la question se pose comme rien, peut-être. Ce rien faisant écho au premier rien du sujet qui se compte pour rien au départ, puisque il ne compte que les demandes et il s'oublie en tant qu'il est ce tour du cercle-là qu'il oublie. Donc il y a une illustration de Lacan avec le récit de Shackleton, qui est une expédition en Antarctique qui est absolument poignante, où Lacan prend l'exemple de cette tromperie du sujet. Ils sont dans l'Antarctique, ils sont épuisés, ils n'ont pas mangé, ils marchent pendant des heures, ils sont pris dans les glaces, etc. Et chaque fois qu'ils se comptent,
ils ont l'impression qu'il y en a un en plus. Ce un en plus signifie bien sûr qu'il y en a un en moins. Parce que nous sommes toujours dans ces deux registres. C'est-à-dire le registre symbolique qui constitue notre appareil psychique, principe de plaisir, principe de réalité. Donc le symbolique, c'est là où on compte 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et donc, si on a l'impression qu'il y en a un en plus, c'est comme s'il y avait un fantôme parmi nous. Donc le 1 en plus fantomatique va se répercuter comme 1 en moins sur le compte. On fait le compte. J'ai déjà pris un avion où ils comptent les passagers. Et puis ils s'y reprennent à 7 ou 8 fois pour compter les passagers, parce qu'il n'y a jamais le compte. Mais ça, c'est l'exemple type de ce dont on parle Lacan, que le sujet, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte, parce que c'est ce qui compte pour rien. Donc le plus 1 et le moins 1 sont en fait le recto et le verso de la même bande de Möbius. Et cette expérience-là, quand vous avez l'impression aussi d'être suivi, ou il y a toujours ce 1 en plus qui correspond au 1 en moins du sujet, et que ce 1 en moins du sujet, c'est ça la manière dont la psychanalyse marque du moins 1 la présence même du sujet. Puisqu'il est toujours en aphanisis. Nous ne pouvons y accéder que par le repérage, comme nous venons de le faire avec cette topologie, de l'objet qui répond du sujet. C'est-à-dire S barré, poinçon, petit a. Ce qui veut dire que le sujet, il est barré, il est en aphanisis tout le temps. Poinçon, ça veut dire ils ne peuvent pas être simultanément. Quand vous voyez les blagues, on ne les a pas vus dans le même lieu. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être simultanément parce que c'est comme sur la bande de Möbius. Une bosse qui apparaît sur la bande de Möbius, c'est-à-dire un excès, ça fait un trou de l'autre côté, et c'est le même, puisqu'il n'y a pas deux bandes, il n'y a qu'une seule. C'est unilatère, une bande de Möbius. Et la structure du désir, la structure du sujet, elle est comme ça. Et donc, sujet et objet ont partie liée absolument, puisque c'est à partir de l'objet du désir qui apparaît comme ce sein qui apparaît pour la première fois comme sein, comme objet. Sauf que bien sûr, c'est pas le phallus, mais ça va capter l'attention, ça va capter le désir, et le désir va leurrer le sujet. Donc, il va rentrer dans une quête infinie d'objets, et c'est à partir de là que le sujet apparaît en contrepoint. C'est pour ça que, en psychanalyse, le sujet, au départ, on ne peut pas dire que c'est le sujet parlant, c'est le sujet parlé. C'est dans les propos de l'analysant, l'analyste, s'il est vraiment analyste, ce qui est quand même très peu le cas. Les gens se prétendent psychanalystes, c'est de la psychothérapie, c'est de la psychologie, c'est pas du tout de la psychanalyse. Puisqu'ils sont dans des logiques hypothético-déductives, ils vont pas essayer de trouver la trace du sujet à partir des signifiants qui font pas chaîne dans les propos de l'analysant, et petit à petit ramener à la possibilité de faire entendre à l'analysant le sujet qu'il a dit lui-même. Comme ce chasseur qui dit lui-même son sujet, à partir du moment où il pose le trait unaire comme marque signifiante, il est en train de dire son sujet, mais il ne le sait pas. Disons, il ne sait pas qu'il le sait. Voilà, c'est ça l'inconscient, c'est ça la boucle, c'est ça qui fait justement cette figure möbienne qui définit le travail analytique en tant que l'objet, comme répondant du sujet, n'existe pas non plus, en tant que tel. C'est-à-dire qu'il est impossible à dire « Ah ben voilà, c'est ça l'objet », comme au début de la psychanalyse, ils pensaient que ce qui s'appelle le stade génital, c'est-à-dire on a trouvé l'objet qui correspond, etc. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, ce sont des visées psychologiques basiques et d'un niveau bas. Disons que ce qui concerne la logique analytique, c'est la logique elle-même, la puissance de la logique elle-même qui se retrouve dans la performativité rétroactive du signifiant. Et donc c'est pas aussi simpliste que ça. C'est simple, mais à condition de ne pas se compliquer la vie soi-même en voulant créer des usines à gaz, là où justement le trait d'esprit d'un enfant, c'est de voir tout de suite quelque chose de cet ordre-là. De discerner
dans sa parole, où il se situe, lui, dans la chaîne signifiante de ses parents. Bien sûr, cette prise en compte de vouloir, avec la demande, toucher le désir, se double de la demande en tant qu'elle est la demande du sujet à l'autre, mais aussi la demande de l'autre au sujet. Parce que le sujet se dit, mais qu'est-ce qui m'est demandé, au fond, dans ce que je dois faire? C'est pas moi forcément qui demande, c'est que me veut l'autre? Donc, qu'est vuoi? Qu'est-ce que tu me veux? Il essaye de se mettre, cette fois, par sa demande, dans l'inversion de la demande. Donc, je vous rappelle que la demande, c'est grand D, et le désir, c'est petit d. Le petit d, c'est ce qui est dans le cercle central. Le grand D, c'est tout l'anneau plein de cercles infinis de la demande. Et la demande de l'autre, là, elle ne recouvre pas la demande du sujet. Donc ça donne un autre cercle. Alors ça, je vous laisse observer le schéma qui a lieu derrière moi. Et là, vous comprenez qu'il y a deux manières de définir donc ces rapports du désir et de la demande qui sont représentés au départ par deux tores qui sont comme des anneaux d'une chaîne à deux. Donc le vide du tore se remplit avec le plein d'un autre tore. Et là, vous avez l'imbrication et l'intrication du sujet et de l'autre. Et vous avez l'explication, disons, si on y va lentement et qu'on essaye de mettre ça à plat, comme on dit, mettre ça à plat, ça veut dire le ramener au monde rassurant bidimensionnel de l'imaginaro-symbolique, eh bien, on peut comprendre que le désir et la demande s'intervertissent tout le temps et se dupent l'un l'autre. Donc, quand le sujet se dupe lui-même avec son autre, évidemment, dès qu'il y a un autre, alors qu'il n'y a pas d'autre de l'autre, mais lui, il ne sait pas que son autre est déjà intérieur à lui-même, c'est le grand autre qu'il a mis à l'intérieur de lui, comme dit saint Augustin, intimo intimeo meor, c'est-à-dire ce qui m'est le plus étranger, Dieu lui-même, je l'ai incorporé. C'est ça aussi une des possibilités de l'incorporation. Hein. L'incorporation, c'est prendre en soi le système langagier, et donc je suis avec mon propre autre en permanence. Même tout seul, il y a toujours de l'autre. Donc la duperie vient de ramener cette notion de grand autre au petit autre. Et là, vous avez tout le système économique, politique, etc., ce que tout le monde appelle la réalité et croit dur comme fer que ça c'est quelque chose sur quoi on peut s'appuyer. Non, puisque c'est de l'imaginaire. Donc c'est pas là que vous pouvez vous appuyer. Est-ce que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de cette parole pleine qui répond du désir du sujet, il y a un point d'appui conséquent? Pas plus. Pas plus justement par rapport à ce rien peut-être. C'est là où l'avantage, et je pense que là Lacan a pris vraiment toutes les leçons qui convenaient de la lecture que fait Alexandre Koyev de Hegel, c'est que une question doit rester une question. Dès que il y a une volonté de réduire la question à une réponse à la question, il y a une malédiction de la question. Il s'agit de rester dans la question, c'est-à-dire rien peut-être. Dès qu'on tombe dans le peut-être rien, c'est-à-dire le message, on a déjà chuté quelque part. Et nous n'arrivons pas à rester dans la question. Et il s'agit de rester dans la question parce qu'il s'agit de rester au plus près du négatif, comme dit Hegel. Parce qu'il y a deux sortes de négation de ce qui nous vient en face.
Donc la destruction, hein, on l'a vu, la première pulsion, elle est destructrice hein, de l'objet en tant que la bobine, là, la mer, on voudrait la prendre, la symboliser en bobine, la balancer comme ça, et voir à l'intérieur ce qu'il y a. Donc il y a une destruction, une pulsion de destruction. Et puis il y a ce qui correspond à une agressivité, disons, basique, où tout le monde rabat justement l'agressivité de la psychanalyse sur ça. Mais non, parce que l'agressivité de la psychanalyse, ce n'est pas ça. C'est la deuxième négation, c'est-à-dire celle de Hegel, qui consiste en l'annihilation de l'objet, mais pas seulement de l'objet, du sujet lui-même, c'est-à-dire de la tension qu'il y a entre le sujet et l'objet, pour qu'il n'y ait plus de tension du tout. Et là, on passe à la deuxième mort. Hein. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Sade avait prévu que il voulait que, quand il était mort, on l'enterre et qu'on refasse au-dessus de sa tombe le bosquet qui avait été déboisé pour creuser la tombe, pour que la tombe elle-même disparaisse. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas juste que lui disparaisse, mais que toute trace de lui disparaisse. Tous ses écrits, la mention même de sa vie, etc. Là, il y a vraiment l'annihilation absolue, donc, qui est la négation de la négation. Mais là aussi, on n'y arrive pas. Le fait même qu'on dise pas de trace, il reste quand même dans le mot pas de trace, une trace dans le symbolique de ce qui aura disparu dans le réel. Donc nous sommes coincés, même si on veut imaginer le monde tel que le conçoit Sade, parce qu'il a une vision assez claire en fait des choses. Il pousse sa logique à l'infini, mais il y a quelque chose de remarquablement fin là-dedans, c'est que il illustre sa volonté d'annihilation des tensions qu'il ressent en tant que sujet. C'est-à-dire, son sujet lui-même doit disparaître derrière un objet. Quand il dit, un peu en préfiguration de Flaubert et son Madame Bovary, c'est moi, je crois que c'est Paulan qui dit ça de Sade, parce qu'il fait une très belle introduction à Sade, il dit Sade c'est Justine. Donc en fait, l'objet, c'est ce qui permet de s'imaginer que le sujet n'est plus là pour nous faire vivre cette tension, cette anxiété qu'il y a à se déplacer, à devoir trouver quelque chose, etc. Il y a une volonté d'annihilation. Et là, on retrouve, bien sûr, vous l'avez tout de suite saisi, le masochisme, hein, de se poser en objet qui subit les douleurs et les dommages, etc., il y a cette volonté obscure de disparaître en tant que sujet. Un sujet est responsable. Il est responsable, ça veut dire qu'il doit apporter une réponse. L'être objet, il y a plus de réponse à apporter. Vous souffrez, c'est tout. Mais ces souffrances sont bien sûr contractualisées. C'est-à-dire, il y a un contrat. Dans le monde sadomasochiste, c'est des contrats. Il faut respecter les contrats. Il ne faut pas aller trop loin. Parce que bien sûr, ils veulent bien se faire battre et frapper, mais il ne faut pas dépasser une certaine limite. Hein. Donc c'est toujours pareil. Il y a aucune possibilité résolutoire dans le réel de ce qui se trame dans le symbolique et qui doit être abordé dans le symbolique. C'est-à-dire par le sujet en tant que cette fois il est devenu parlant. C'est-à-dire de parler, d'avoir été reconnu comme celui qui est parlé. Il peut, par le travail analytique notamment, s'aventurer dans la parole à ne plus être un blablateur ou un répétiteur, quelqu'un qui est soumis au psittacisme de répéter toutes les conneries qu'il entend, que ce soit à la télé ou à la fac, c'est pareil, ou même aux instituts des sciences les plus élevés, puisque le sujet en est exclu. Mais quelqu'un qui récupère sa responsabilité de sujet, alors le sujet là devient parlant. Et ça, c'est la position subjective que recherche l'analyse, puisque c'est son éthique tout simplement. C'est-à-dire sa parole en tant qu'elle est devenue un acte le détermine dans sa dimension subjective. Et il quitte l'aliénation en tant que cette aliénation procède dès le début d'une tromperie qui s'est multipliée. C'est-à-dire ça commence par une tromperie, mais ensuite c'est comme tout. C'est-à-dire, il suffit de mettre un doigt là-dedans et
les tromperies qui sont nombreuses dans le langage, puisqu'il n'y a rien de plus trompeur que le langage. Hein. Et vous voyez, donc toute l'idéologie tient sur le langage, là. Et le pire, c'est que l'endormissement de l'esprit fait qu'aujourd'hui, personne ne se rend compte, enfin, disons personne, très peu sont capables de dire que ce qu'on appelle aujourd'hui l'indice carbone, mais c'est le même genre de saucisse idéologique, de flatulence que la couche d'ozone avant. Ça n'existe pas, c'est que des mots. Alors, il y a un sketch de Dieudonné où il dit « Ah, moi quand j'étais petit, c'était la couche d'ozone qui s'agrandissait à la vitesse d'un cheval au galop. » C'est vrai que ça marque les consciences. J'ai moi-même entendu ça. Couche d'ozone, on s'imagine, S', hein, c'est-à-dire qu'on n'imagine même pas, on s'imagine. Ça veut dire que c'est le sujet qui est pris dans cette connerie-là. Donc il va croire ça, et aujourd'hui il va croire l'indice carbone. C'est-à-dire que la société est en train de péricliter au plan économique, parce que les gens croient que il faut arriver au carbone zéro, à l'indice carbone zéro. Le carbone, c'est le manifeste de la vie elle-même. C'est-à-dire, la vie est un pur manifeste du carbone. N'importe quel chimiste sait ça, mais aussi les scientifiques des temps anciens, tout le monde sait ça, quoi. Aujourd'hui, tout le monde croit indice carbone, je prends pas l'avion parce que ça va booster mon indice carbone. Mais le niveau de débilité est impressionnant. Et ça, c'est l'accumulation des tromperies, justement, qui résultent de cette tromperie originelle qui correspond à le symbolique qui vient à la place du réel, c'est-à-dire le mot à la place de la chose, mais aussi cette tromperie originelle du sujet qui ne se compte pas, ou qui se voit un en plus, ce qui veut dire qu'il a inversé, il voit un fantôme, il a inversé le moins un de son propre sujet. Alors bien sûr, cette tromperie-là se redouble par le fait que derrière l'objet qui est en quête, c'est-à-dire l'objet dont le sujet voudrait faire le tour, le posséder, l'avoir. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Un vide, puisque c'est le phallus, l'objet. Mais le phallus est un objet imaginaire et simultanément le signifiant du manque. Ce qui fait que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vous trouver désirant par le fait de croiser quelqu'un qui a du désir, parce qu'il assume son manque. Et vous voudriez prendre ce manque-là pour être vous-même désirant. Parce que le sujet, là, a quelque chose à voir directement avec le manque dans l'autre. Puisque bien sûr, cet objet, l'autre ne l'a pas. L'autre ne parle pas. Ce qui est une manière de dire son impuissance. Hein, puisque c'est là, vous savez, sur le discours, il y a la ligne de l'impuissance par rapport à la ligne de l'impossible. Et l'autre ne répond pas. Si ce n'est rien, peut-être, qui est inaccessible. Donc le sujet se dit lui-même, peut-être rien. Et là, il entre dans une possibilité d'échapper à la terreur que lui impose ce manque au cœur de l'autre, qui est une des figures du phallus. Ce phallus, c'est ce qu'il y a derrière l'objet, et le sein est aussi, ou aussi peu, ce qui revient à la même chose, c'est comme plus un ou moins un, phallique que le pénis. Il y a aussi peu de phallus dans le pénis qu'il y a de phallus dans le sein, ou il y a autant de phallus dans le sein qu'il y a de phallus dans le pénis. Puisque c'est quelque chose qui procède d'un autre registre, c'est-à-dire du registre symbolique qui fait que l'autre lui-même est troué. Et que nous devons faire avec ce trou. Et la fin de l'analyse, puisqu'on me demande souvent, c'est l'assomption du manque de l'autre, mais à saisir dans son équivoque signifiante aussi. C'est-à-dire l'autre lui-même, pour le sujet, sait qu'il est troué, qu'il lui manque quelque chose.
Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se libère dans la psyché pour vivre plus volontiers et que la vie vous soit plus amie avec ce manque-là. Il y a quelque chose d'apaisé dans les possibilités du sujet de se confronter à son désir, justement. Ce désir qui, je vous le rappelle, est indestructible, puisque c'est la parole elle-même que nous recherchons. Et c'est ça la castration que nous verrons la prochaine fois, comme justement ce manque symbolique qui nous habite, c'est-à-dire nous n'avons pas la parole, nous ne savons pas parler. Nous pouvons en jouir, c'est-à-dire l'utiliser, à condition, disons, de respecter certaines clauses, comme quand vous pouvez jouir d'un appartement qui ne vous appartient pas, mais à condition que vous fassiez ceci et cela, etc. Et là, il y a quelque chose qui peut se passer dans le rapport du sujet à la parole, et donc son rapport au désir, qui le constitue en tant qu'être désirant, et non plus en tant qu'être coupable. Puisque c'est à partir de l'assomption du désir que le sujet se libère de sa culpabilité.